Bien, nous avons un peu d'avance par rapport à d'habitude, hein, puisque la conf call se fait aujourd'hui, étant en province demain, ça aurait été un petit peu compliqué. Puis c'est intéressant de regarder ça aujourd'hui parce qu'on a eu toute une série d'indicateurs plutôt positifs sur la zone euro. On en a eu en fin de semaine dernière, on en a aujourd'hui. Donc on va évoquer ces questions parce que honnêtement, pour moi, les signaux qu'on a aujourd'hui sont des signaux de changement de tendance sur le cycle économique en Europe. Et donc, c'est plutôt un environnement favorable aujourd'hui. On a quelque chose qui a de l'allure, et qui donne des signaux très, très positifs sur l'économie européenne. Donc ça, c'est le premier point marquant. On va parler aussi des questions liées à la retraite, hein. Vous savez que la semaine dernière, Jean-Marc Ayrault a présenté une réforme. Alors on verra si on peut qualifier, comment on peut qualifier ça de réforme, etc. Mais ça, c'est un peu joué sur les mots. Mais comment on peut l'interpréter? Est-ce que c'est la dernière réforme, si je puis dire, ou est-ce que il faudra attendre encore d'autres configurations? Bon, on va en discuter juste après. Alors, on va commencer par ces questions liées à la conjoncture. On a eu pas mal de chiffres sur les États-Unis, sur des émergents aussi, hein. On a eu des chiffres sur la croissance indienne, la croissance brésilienne, pas du tout la même allure, et puis toutes ces enquêtes notamment sur l'Asie et la zone euro qu'on a eu ce matin, qui sont extrêmement intéressantes. Alors, commençons par les États-Unis. On a eu une révision à la hausse, pardon, du chiffre de croissance du deuxième trimestre aux États-Unis. On est passé de 1,7 à 2,5. Mais malgré tout, et c'est ce qu'on voit sur le graphique ici, on n'est pas sur une allure extrêmement robuste, hein. Vous avez en violet l'évolution du PIB en niveau, en milliards de dollars à prix constant. Et vous voyez que depuis 2012, il y a un décrochage par rapport à la ligne verte. Alors la ligne verte, c'est une petite tendance que j'avais calculée de 2009 à fin 2010. Et on voit qu'il y a un écart qui s'est creusé. Et cet écart traduit de manière très simple l'évolution le frein que jouent les dépenses publiques, le retrait des dépenses publiques, qu'elles soient locales ou fédérales. Et quand on parle de dépenses fédérales, on parle surtout de dépenses de défense qui ont reculé de façon très significative. Et là, on voit bien que malgré tout, l'activité n'est pas sur un rythme spectaculaire. Hein, si on fait, moi j'ai fait un petit calcul très simple, on est sur un rythme, l'acquis déjà à la fin du deuxième trimestre pour 2013 est à 1,2%. C'est un peu mieux que le 1,05 qu'on avait après la première estimation, mais c'est pas spectaculaire. Et si on reste sur le même rythme de croissance au troisième et quatrième trimestre de cette année, hein, que ce qu'on a observé au deuxième, ça nous met à une croissance d'1,7%. C'est pas exceptionnel, hein. On fera pas 2% cette année et on fera pas les 2,45% qui sont attendus par la Fed. Alors la Fed nous donnera ses nouvelles prévisions au mois de la semaine prochaine, hein, dans sa nouvelle réunion, mais il n'empêche que là on est sur quelque chose qui est un petit peu poussif, hein. On est loin, vous voyez sur le graphique, la ligne rouge c'est la tendance d'avant-crise, on était à 2,7%, on en est loin aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est d'où vient l'ajustement. Là j'ai emprunté un graphique parce qu'il était bien fait et que voilà, c'est un graphique sur un site que je vous recommande d'ailleurs. Si vous allez sur un site qui est marqué ici, econbrothers.com, sont deux économistes extrêmement brillants qui travaillent sur ce blog. Et là, il y a juste une représentation des exportations. Alors la première estimation est en rouge, la deuxième en bleu.
Donc vous voyez une accélération très sensible des exportations et puis dans le même temps une réduction des importations, l'un plus l'autre, plus une réduction un petit peu plus marquée des dépenses publiques font que eh bien, on a eu cet ajustement, ce passage de 1,7 à 2,5%. C'est bien, mais c'est pas excessif. Hein. Ce qu'il faut bien avoir en tête sur l'économie américaine, c'est que on a des chiffres qui sont corrects, mais à aucun moment on est passé durablement au-dessus de la tendance. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est remis en position d'avoir une croissance très dense. On est toujours sur une situation fragile. On a eu, on le voit ici, si on regarde les exports, mais on avait eu à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013 des chiffres qui étaient très faibles. Et donc, voilà, on est sur des situations qui sont une situation macro qui n'est pas encore très robuste. Et alors, on verra demain les chiffres comment dire, d'ISM du mois d'août, pardon. On devrait rester sur des niveaux assez proches de ce qu'on avait observé au mois de juillet. Hein, le PMI Market, qui est une autre version de cette enquête auprès des entreprises, et a eu un chiffre pour le mois d'août très proche de celui du mois de juillet. Donc on peut, si on veut faire un truc simple, hein, on sera probablement assez proche de ce qui avait été observé au mois de juillet. Moi, je pense malgré tout qu'on sera un petit peu plus bas, mais ça c'est mon point de vue. Voilà, on va voir ça, on va avoir les chiffres de l'emploi à la fin de la semaine. Voilà, on est sur 192 000 créations d'emplois en moyenne depuis le début de l'année. A priori, on pourrait faire un petit peu moins, mais j'ai toujours du mal avec les prévisions au mois le mois, parce que c'est pas d'une grande précision aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous sur cette question du changement du PIB américain. On a eu des discours dithyrambiques sur cette question. N'allons pas trop vite. Hein, on n'est pas sur un rythme très fort. Et on peut avoir des préoccupations sur les chiffres du troisième trimestre. Regardons l'évolution de la consommation. Vous avez ici l'évolution de la consommation des ménages. En bleu, c'est l'évolution sur 3 mois. Le rythme à la fin du mois de juillet est de 1,3%. La hausse du mois de juillet est de 0,05%. C'est-à-dire des chiffres qui sont extrêmement faibles. Alors, je n'ai pas calculé l'acquis pour le troisième trimestre, mais on est sur une dynamique très faible. Et c'est ça le point. La conso, c'est 70% du PIB américain. Là, on ralentit très vite sur les chiffres de conso. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans cette conso du mois de juillet, et quand on regarde sur les 3 derniers mois, on a la même chose. On a un repli des dépenses dans les services. C'est normalement quelque chose de très inerte. Et là, on a une évolution des dépenses de services qui baisse. Normalement, ça ne baisse que dans les périodes de crise. Donc là, il y a une interrogation à avoir sur la robustesse des dépenses des ménages. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est 70% du PIB américain. Et donc, si ça s'infléchit un peu plus que ce qui était observé au deuxième trimestre, par exemple, eh bien, ça va être assez problématique. Et c'est un des points qu'on va continuer de surveiller avec beaucoup d'attention. Alors, ici, vous avez sur le graphique hein, la cohérence qu'il y a avec l'enquête. Là, j'ai pris celle du Michigan, on aurait pu prendre celle du Conference Board. La cohérence est du même type. Mais voilà, on plafonne sur ces enquêtes, que ce soit celle-ci ou celle du Conference Board. Et la raison, pour moi, la raison majeure, eh bien, c'est que voilà, vous avez ici l'évolution des revenus des ménages, 0,1% au mois de juillet. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie verte ici. La partie verte sont les revenus salariaux. Alors, ils augmentent assez peu hein, depuis 3 mois. Ils étaient un peu. Normalement, on est plutôt aux alentours entre 0,5 ou aux alentours de 0,5. On n'est pas du tout dans cette configuration-là aujourd'hui. Et les revenus salariaux ont baissé au mois de juillet. Ça veut dire que malgré
les 192 000 créations d'emplois qu'on a tous les mois, eh bien, la dynamique des revenus des ménages est assez faible. Alors bien sûr que les revenus globaux augmentent un petit peu plus vite parce qu'il y a des revenus financiers, parce qu'il y a des revenus des locations, de la propriété, etc. Il y a des transferts aussi qui jouent, mais pas beaucoup en ce moment. Et donc, bien sûr, tout ça tire les revenus vers le haut, mais ce qui n'empêche que ce qu'on observe, c'est que les revenus salariaux augmentent peu, et cette faible augmentation fait que eh bien, les ménages se trouvent contraints aujourd'hui dans leur comportement. Ils n'ont pas on est à 0,7% de hausse en taux annualisé sur les 3 derniers mois. C'est pas beaucoup, en corrigé de l'inflation, c'est pas beaucoup, et ça ne correspond pas. Enfin, si vous avez 192 000 créations d'emplois, ça veut dire par mois, ça veut dire que globalement, en termes de revenus par tête, il y a probablement au mieux une stagnation des revenus. Donc vous avez là une explication très simple, mais à mon avis très pertinente de cette fragilité des dépenses de consommation. Alors on peut le voir sur un autre graphe, j'ai repris ici l'évolution des revenus, l'ensemble des revenus avant impôt bien sûr, les revenus salariaux, et vous voyez que les revenus salariaux augmentent très lentement, c'est corrigé de l'inflation, par rapport à l'ensemble des revenus. Il y a un écart tout à fait considérable, et donc on est tous très sensibles aux revenus salariaux, et aujourd'hui on observe que ceci progresse très lentement, et beaucoup plus lentement que ce qu'on observait avant la crise. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes, hein, si on voulait faire un petit dessin, on est ici, oh là, j'ai pas le bon truc là, c'est moche. Ce que j'ai fait, donc on va essayer de prendre un stylo un petit peu plus petit, ça marche, oui c'est ça. Donc on va prendre une couleur un peu différenciée, hop. Vous voyez que ici on est sur ce rythme là, ici on est plutôt sur un rythme un petit peu de mal. Voilà. Hop, non, c'est pas bon. Enfin bref, hein, vous avez compris ce que je voulais évoquer. Ça marche pas très bien, là, il y a un truc qui... Bref, on va passer le graphique. Mais c'est ça le point majeur. On n'a pas d'augmentation des revenus qui soit significatif. Et c'est quelque chose qui, à terme, si ça ne s'améliore pas, va poser un certain nombre de problèmes à la reprise américaine. Alors, autre point qu'on a eu la semaine dernière, c'est l'évolution de l'immobilier. Alors, je mets ce graphique parce que ça permet de bien visualiser la grande différence qu'il y a entre les villes. Hein, on voit le marché immobilier repartir, on le voit partout, on regarde, on se dit « Ah oui, c'est bien ». Mais en fait, quand on regarde le détail par ville, eh bien, on s'aperçoit que c'est bien moins net que ça. Hein, vous avez toute une série de villes, hein, de Chicago à Détroit, même Charlotte, Dallas, Minneapolis, toutes ces villes du centre qui vont pas très bien, hein, qui avaient pour certaines progressé très vite. Hein. On a ici Phoenix hein, qui se retrouve ici. Donc on n'a pas quelque chose de très homogène. Deux points à remarquer, Détroit est ici. Hein, vous n'êtes pas surpris d'observer que la ville de Détroit est en difficulté récemment. Si vous avez des taxes qui sont basées sur l'immobilier, il est clair que l'État se retrouve coincé et n'a plus les moyens de financer des policiers, des profs, etc. Donc là, vous avez une explication très simple, mais pas neutre du tout, enfin pas simpliste malgré tout, parce que dans tous les ralentissements de dépenses qu'on voyait tout à l'heure sur les États, et notamment sur les États locaux, eh bien le fait que pendant très longtemps les prix aient baissé, ça a joué très fortement sur les revenus des États, parce qu'il y a moins de transactions, etc. Et puis l'autre remarque, eh bien c'est celle-ci, c'est Los Angeles, San Diego, San Francisco.
qui sont les 3 grandes villes californiennes, dont les prix progressent très vite aujourd'hui. Alors, on se souvient qu'il y a quelques mois, la Californie était jugée comme au bord de la faillite et incapable de se réformer. Eh bien, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans cet environnement, la région qui en profite probablement le plus, et certainement aussi la partie ouest, hein, New York et Boston sont très proches aussi, mais la Californie un peu plus que les autres, eh bien, les parties en liaison avec le reste du monde sont en forte croissance, en forte reprise, et c'est ce qu'on voit là très clairement sur ce graphe. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais souligner. On a un marché qui est redevenu assez hétérogène et avec des pressions assez fortes sur la Californie, ce qui traduit un changement de tendance. Et quand vous discutez avec des Californiens, eh bien, vous avez le sentiment effectivement que la situation retrouve une allure un petit peu plus normale en termes de conjoncture. Donc là, il y a un changement qui s'est opéré, qu'on ne voit pas forcément dans les villes du centre, hein, de Chicago à Dallas ou à Minneapolis. Dernier point sur l'économie américaine, l'évolution des commandes de biens d'équipement. Ça vient en complément de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la consommation. La consommation n'a pas une belle allure. Les commandes de biens d'équipement non plus, même si on n'a qu'un seul repli, mais on a un repli qui a été fort, hein, 3,3% de baisse en juillet sur les commandes de biens d'équipement. Alors pourquoi on regarde cet indicateur? Parce que c'est un indicateur très lié à l'évolution de l'investissement des entreprises et c'est pas un signal d'une robustesse marquée de l'investissement des entreprises. Déjà au deuxième trimestre, on est à 1,6 de mémoire ou 2% sur l'investissement productif, c'est pas beaucoup, et là les signaux ne vont pas dans le sens d'une accélération de cet indicateur. Voilà, sur les États-Unis, sur l'Inde, vous avez l'évolution du PIB indien. Alors, le point majeur quand on regarde ce graphique, c'est que l'Inde subit deux choses. Elle subit à la fois l'environnement international qui n'est pas très robuste, hein, et avec des échanges qui sont limités. Hein. On voyait la semaine dernière l'évolution du commerce mondial, très faible, et donc si c'est très faible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de dynamique globale sur le secteur manufacturier, et l'Inde en souffre terriblement. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, quand on regarde, je l'ai mis dans un papier que je vous ai envoyé cette nuit, où là, j'ai pas repris le détail, mais la contribution du secteur manufacturier est négative. Habituellement, sa contribution était plutôt de l'ordre de 2%, voire un peu plus. On est négatif sur le deuxième trimestre. Et même la dynamique des services est assez faible. Hein, on a perdu plus de 2 points par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'observer. Donc là, il y a une vraie problématique. Et la question qui est posée sur l'économie indienne, c'est de se dire, ben, finalement, cette économie a été bercée par un environnement global qui lui a été favorable. Il y a eu des chocs technologiques importants, tout ça tout à fait que l'économie indienne a été tirée vers le haut. Ces chocs se sont estompés et toutes les réformes structurelles qui devaient être faites sur la logistique, sur les transports, sur l'ouverture de l'Inde aux capitaux étrangers, sur tous ces éléments-là, eh bien, n'ont pas été faits. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Inde se retrouve un peu bloquée, n'a plus d'impulsion extérieure aussi forte et n'a pas créé les conditions d'une croissance autonome au sein de cette économie indienne. Et d'une certaine manière, quand les impulsions disparaissent, eh bien l'Inde se retrouve un peu coincée et c'est une des problématiques qui est posée. Alors, immédiatement, les autorités indiennes ont voulu réagir à la crise, mais la réaction sera forcément beaucoup plus longue parce qu'il va falloir investir de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus durable que ce qui a été fait pour redonner à l'économie indienne
une allure un peu plus robuste. Alors, la semaine dernière, les autorités ont pris des mesures hein, pour réduire les dépenses publiques, pour réduire les déséquilibres extérieurs. Tout ça, il y a des incitations aux exportations, etc. Mais tout ça prendra du temps. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'économie indienne, via la roupie, est en grande difficulté. Et donc là, il y a une vraie problématique qui est posée sur cette économie indienne. Et on verra tout à l'heure qu'à court terme, les indicateurs ne sont pas très robustes. Hein, les indicateurs de conjoncture, les indicateurs auprès des entreprises ne sont pas très robustes. Donc on a un vrai problème structurel qui se pose à l'économie indienne. Alors si l'économie globale repart, pourquoi pas, l'Inde en profitera. Pour l'instant, c'est un peu poussif, hein, on l'a vu sur les États-Unis, on le verra sur d'autres régions, ça reste un peu problématique. Donc la question indienne n'est pas résolue, c'est-à-dire que la problématique qui est posée est de dire, et j'insiste là-dessus, sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui ont été énoncées sur la réduction des dépenses, les incitations à l'export, etc. Tout ça c'est très bien, mais ça va prendre du temps, et donc il faut être suffisamment crédible aujourd'hui pour que les gens vous croient, les investisseurs, le commerçant, le consommateur indien, l'investisseur indien, l'entrepreneur indien, il faut qu'ils vous croient et qu'ils se disent, bah oui, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 91, hein, depuis les réformes de 91, bien ils vont le faire maintenant. Quelle est la crédibilité de ce phénomène? Je ne sais pas très bien. Et Raghu Rajan, qui est le nouveau patron de la Banque d'Inde, qui arrive ce lundi, va avoir pas mal de challenges à relever, parce que la situation indienne va être probablement assez compliquée à gérer dans les mois qui viennent. Mais c'est un sujet qu'on suivra avec intérêt, et parce qu'il y a plus d'1 milliard de personnes en Inde, et donc c'est quelque chose qui compte forcément. Au Brésil, bonne surprise. Là, honnêtement, bonne surprise sur le PIB brésilien. 1,5% en taux non annualisé, 6% comme c'est montré sur le graphique ici. Donc on a quelque chose d'assez robuste, avec deux contributions fortes. Un, de l'exportation, probablement des matières premières, je n'ai pas eu le détail. Et puis deux, l'investissement. On prend enfin en compte, et ça fait 2 trimestres de suite que l'investissement est fort, on a probablement la prise en compte des événements sportifs de l'été prochain. Et c'est plutôt enfin un signal, parce que moi j'étais assez inquiet, parce que sur les trimestres de 2011-2012, malgré des efforts a priori que j'imaginais pour préparer la Coupe du Monde, hein, les stades, les routes, les hôtels, etc., l'investissement baissait ou était très faible. Et là, enfin, on a un rebond de l'investissement. Ça veut dire que on a à côté la dynamique des travaux publics a peut-être un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'investissement. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour l'économie brésilienne. Alors, ça n'a pas empêché la Banque centrale de relever son taux, le Selic. Alors, on est à 9% ici. La crainte des autorités monétaires brésiliennes, et dire, voilà, on est à 6,27 d'inflation ici, le maximum c'est 6,50, hein, l'objectif c'est 4,5 plus ou moins 2%, le maximum c'est 6,5, on n'a pas envie de prendre ce risque-là, d'où cette remontée progressive des taux d'intérêt de la Banque centrale brésilienne. Les Brésiliens préfèrent, comme les Turcs, hein, les Turcs ont fait pareil, les Brésiliens préfèrent gérer l'inflation plutôt que gérer la croissance, et on comprend bien pourquoi quand on regarde ce graphique. Vous avez l'évolution de l'inflation brésilienne dans les années depuis 1981. Vous voyez qu'en avril 90, on était quasiment à 7000% d'inflation, sur un an certes, mais c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant et préoccupant. En juin 1994, on était à 5000%, et ça a des effets tout à fait dramatiques sur la régularité de l'économie, sur la qualité de vie, etc. Et donc, les Brésiliens, un peu à l'image, d'une certaine manière,
des Allemands ont une aversion forte à l'inflation et la remontée des taux qui a été observée depuis 4 mois va dans ce sens-là, reflète cette préoccupation des Brésiliens. Alors, sur le Japon, on a eu quelques chiffres, notamment l'inflation. Alors, on voit l'inflation japonaise progresser à 0,7%, c'est-à-dire, voilà, tout est réglé. En fait, l'inflation japonaise est une inflation qui n'a progressé que par l'évolution du prix de l'énergie. Et donc, on voit bien l'indicateur sous-jacent qui est moins négatif qu'il ne l'était, mais toujours négatif. L'inflation, les prix de l'énergie ont progressé de près de 9% sur un an, et c'est l'explication majeure de cette accélération. Ça ne traduit pas une hausse significative des ferments d'inflation au sein de l'économie japonaise. Et l'autre point qu'on peut souligner et qui commence, semble-t-il, à poser un problème au Japon, est le fait que l'inflation qu'on observe est une inflation importée. C'est-à-dire que ça ne traduit en aucun cas une augmentation des pressions sur les salaires en interne, mais ça traduit le fait que les prix des biens importés augmentent et ça pénalise le consommateur qui, lui, n'a pas d'augmentation de revenus. Donc il y a une situation qui est un petit peu compliquée à gérer au Japon, d'autant plus que les plus de 50 ans sont un peu malmenés. Comme la population vieillit, eh bien, il y a une tendance à l'appauvrissement de la masse salariale d'une certaine manière. Et donc, on voit bien que la source d'inflation peut avoir une incidence. C'est-à-dire que si l'inflation venait de tensions sur les salaires, chacun le percevrait et ça reflèterait une activité plus robuste, plus forte. Aujourd'hui, c'est plus une inflation subie dans un environnement où les salaires, eux, progressent peu. Et donc, il y a une situation qui est un petit peu ambiguë à gérer aujourd'hui pour le gouvernement Abe. Voilà. Alors, sur l'Europe, on va juste parler... Hop, je vais parler de l'Asie. Voilà, on va rester sur les enquêtes asiatiques. Puisqu'on était sur l'Asie, on a parlé du Japon. Restons sur l'Asie avec les enquêtes qui ont été publiées ce matin. On viendra après sur l'Europe. Sur l'Asie, alors deux choses plutôt. Des signaux plutôt positifs au Japon. On efface le repli du mois de juillet. Une accélération de l'indicateur officiel de la Chine, en vert ici, ça a été publié dans la nuit de samedi à dimanche. L'indicateur HSBC PMI Market est en violet à 50,1, c'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, et puis l'indicateur taïwanais est à 50. En d'autres termes, pour ces 4 indicateurs, la situation se stabilise. Elle est un petit peu plus positive au Japon qu'ailleurs, mais on n'est pas sur quelque chose qui s'accélère brutalement. On n'est pas encore dans cette phase-là pour l'instant. On a vu des commentaires dithyrambiques sur cette situation chinoise. N'allons pas trop vite. On avait l'impression que l'économie chinoise retrouvait des allures qu'on n'avait pas connues depuis quelques années, avec des chiffres de croissance très forts. Non, on est aux alentours de 50. Ce que nous dit ce chiffre, c'est que le risque de rupture d'activité qu'on avait craint et qu'on craint toujours sur l'économie chinoise, parce que la Banque centrale va être un petit peu plus rude sur la gestion des crédits, etc. Elle veut peser sur le shadow banking, etc. Tous ces éléments peuvent faire craindre effectivement une fragilité de la croissance. Et ce que nous disent ces indicateurs, c'est que ce risque-là s'estompe probablement un peu. C'est ce point qui est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que le rebond de la croissance va être spectaculaire. On se bat, quand on lit les documents des spécialistes sur la question, on se base sur 0,1 point de croissance en plus ou en moins sur un an. On va pas, je ne qualifierai pas ces ajustements d'un mois sur l'autre qui ne servent pas à grand chose. On est aux alentours de 7,5% de croissance aujourd'hui. On va rester dans cette zone-là.
peut-être à 7,6, peut-être à 7,4, peut-être à 7,7, mais n'exagérons pas sur la précision, d'autant plus qu'on connaît la précision des statistiques chinoises. Par contre, deux autres points à souligner. Le premier, c'est la Corée qui a un petit peu de mal. Hein. D'habitude, vous voyez, la Corée et Taïwan se suivent assez bien. La Corée, parfois, avec un petit peu de retard, dans un sens ou dans un autre. Là, on a un peu de retard. Mais surtout, c'est l'indicateur indien qui chute en violet ici. Qui était pendant très longtemps très au-dessus de tout le monde et qui continue de chuter de façon spectaculaire. Et clairement, sur la dynamique de demande, on a exactement la même chose, avec une chute très marquée des commandes à l'Inde, alors que en Chine et au Japon, elles ont tendance à s'améliorer. Et d'une manière générale, tous les indices les ratios commandes sur stock s'améliorent, y compris à Taïwan, y compris en Corée, hein, où il y a des ajustements de stock qui sont assez forts. Donc c'est pour ça que c'est probablement un effet temporaire. Mais sur l'Inde, le ratio se casse la figure. Et quand on regarde les commandes à l'export, eh bien là aussi sur l'Inde, on a un ralentissement extrêmement rapide. Donc on n'est pas sur... on a globalement... Alors, ce qu'on voit quand même sur ce graphique, c'est que à aucun moment on observe aujourd'hui une densification des échanges au sein de la zone Asie. C'est préoccupant. Pourquoi? Parce que quand on regarde sur une période longue, eh bien on s'aperçoit que c'est la dynamique de ces échanges qui a été au cœur du modèle asiatique ces dernières années. Et aujourd'hui, on voit bien que personne ne contribue à cette situation. Et donc chacun essaie de trouver des mesures dans son coin. Il y a des incitations à l'investissement en Chine, par exemple. Chacun essaie de trouver des mesures dans son coin pour trouver des solutions qui lui sont propres. Mais pour l'instant, on ne voit pas de réponse collective. Alors c'est amusant parce que tout le monde négocie le TPP, l'accord transpacifique, l'accord de libre-échange, etc. Mais aujourd'hui, personne ne joue le jeu. Si ce n'est dans les négociations, chacun essaie de négocier, mais dans les faits, personne ne joue le jeu sur ce point. Alors, la zone euro. Point important parce qu'on est certainement dans un changement de tendance. Voilà, on a été pendant très longtemps assez négatif sur la zone euro. Depuis le mois de mai, on commence à voir des signaux un peu plus favorables. Hein. J'avais fait un papier en mai sur l'Espagne et l'Italie notamment, qui changeait de dynamique. Eh bien, cette situation est probablement en train de s'accentuer. Alors, on va commencer... je suis allé trop loin. On va commencer par ce graphique que je trouve extrêmement intéressant sur l'évolution du nombre de chômeurs en zone euro. Et alors, on a eu sur vendredi les chiffres de taux de chômage qui est à 12,1% pour le 5e mois consécutif, mais pour le 2e mois consécutif, on a une baisse du nombre de chômeurs. Et cette situation est intéressante parce qu'on voit bien que depuis mai 2011, eh bien, on était dans une phase d'accumulation du nombre de chômeurs tout à fait spectaculaire. Et aujourd'hui, cette situation s'est infléchie de manière significative. Et même quand on regarde depuis le début de l'année, le nombre de chômeurs s'est réduit, enfin le rythme s'est réduit de façon significative. Alors, hop, oh là là, c'est pas dans l'ordre, oh là là, j'ai pas mis mes stats dans l'ordre. Ah, je suis désolé. Voilà, on doit être ici. Je suis désolé, je me suis un peu embrouillé les pédales. Et bref, donc ça c'est on voyait le chiffre en évolution mensuelle. Ici vous avez le chiffre en évolution en niveau. Et vous voyez qu'on est sur une phase d'inflexion. Et il ne faudrait pas, bien sûr, que cette phase d'inflexion ici, qui commence à se dessiner, ressemble à celle-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... il faut que et on verra ça tout à l'heure sur les chiffres cycliques, il faut que les gouvernements laissent faire ce cycle économique pour qu'il puisse se développer et éviter des tensions trop fortes
qui puisse ressembler à ça. Alors, ça, c'était deux choses, c'était la crise grecque et c'était aussi la mise en place de stratégies de politique d'austérité. Donc, n'allons pas trop vite dans l'austérité, parce que ça pourrait à nouveau fragiliser l'ensemble de l'activité. Et puis l'autre graphique que je voulais montrer aussi, c'est celui-là, c'est l'évolution sur 3 mois. Et vous voyez que voilà, on avait eu une forte progression, ça s'était stabilisé à un niveau très élevé, et puis la situation s'améliore et on peut imaginer que dans 2-3 mois, eh bien, cet indicateur sera à la baisse. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais souligner, qui est un élément important sur l'évolution de l'activité au sein de la zone euro, parce que le marché du travail change peut-être un petit peu de nature. Alors on n'est pas dans la création d'emplois, on est simplement dans le fait que les chefs d'entreprise commencent à s'interroger sur le fait de savoir s'il est nécessaire aujourd'hui ou pas de réduire son emploi. C'est un questionnement qui apparaît à travers ces graphiques et qui est un questionnement extrêmement intéressant et important aujourd'hui. Alors, autre élément sur la zone euro, voilà, ce graphique ici, sur l'évolution de l'inflation, on va passer assez vite. Hein, on vient à 1,3%. Le point qui me préoccupe le plus, c'est pas le fait que le pétrole revienne à une contribution neutre. Elle va se réaccélérer un peu au mois d'août, compte tenu de l'évolution du prix du pétrole. Hein, c'est lié aux tensions qu'il y a au Moyen-Orient, notamment en Syrie, notamment en Égypte. Et tous ces facteurs ont joué à la hausse du prix du pétrole. Et donc la comparaison au mois d'août va être défavorable. Et donc la contribution de l'énergie va repartir à la hausse. Ce qui me préoccupe, c'est ça. C'est la courbe rouge ici qui tend vers zéro. C'est l'évolution des prix des biens. On n'a pas quelque chose de très robuste ici. Et donc c'est un point sur lequel il faut être extrêmement attentif. On n'est pas forcément très loin d'une dynamique un peu déflationniste. Alors on l'est déjà dans un certain nombre de pays, en Grèce, à Malte, à Chypre, même en Espagne, hein, quand on retire l'effet fiscalité, au Portugal pareil, on est sur des situations où le risque de déflation est fort, où la dette est assez forte dans un certain nombre de ces pays, et donc il serait souhaitable de s'éloigner de cette zone et faire de telle sorte que le risque de déflation ne soit pas trop important. Voilà, ça c'était première salle. On va parler juste un instant des chiffres allemands qu'on a eu la semaine dernière. On parlera des chiffres d'enquête qu'on a eu ce matin ensuite. Sur l'Allemagne, un chiffre intéressant sur l'évolution de l'emploi. Vous l'avez ici en bleu. Vous avez en violet l'évolution de l'emploi dans l'enquête market globale. Hein, j'ai pris l'estimation flash. Et donc, on a eu toute une inflexion de cet indicateur, mais il semble se stabiliser aujourd'hui, et donc c'est un signal plutôt favorable sur l'emploi. Hein, l'emploi est toujours un indicateur retardé, et si effectivement on observe ce phénomène, eh bien il y a une situation sur le marché du travail qui devrait, en termes d'emploi, niveau d'emploi, se stabiliser, mais se stabiliser à un haut niveau, hein, puisqu'on est sur des rythmes de l'ordre de 1%. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant sur l'économie allemande. Autre point sur l'économie allemande, eh bien, c'est que les 3 enquêtes, l'enquête PMI dans sa version flash estimée, et les versions ZOO et IFO, tous ces indicateurs sont plutôt bien orientés à la hausse, proche d'un écart type au-dessus de la moyenne, hein, sur le ZOO et l'IFO, sur la moyenne sur le PMI. Donc on a des signaux plutôt favorables, et on voit bien ce caractère favorable. Vous avez ici l'IFO en violet, pardon, et l'évolution annuelle du PIB en bleu. Alors, bien sûr que les deux sont forcément liés, hein, puisque les deux représentent la même chose, c'est la dynamique cyclique de l'économie, mais l'avantage, c'est que l'IFO nous donne des signaux un peu avant-coureurs, et alors on ne va pas forcément aller sur des rythmes de 3%, mais on a quelque chose qui semble limiter
le risque sur l'économie allemande. On a eu quelques chiffres français aussi, l'enquête menée auprès de l'ensemble des industriels, des sociétés de services, des détaillants et du bâtiment s'améliore de façon très significative. On est quand même 10 points en dessous de la moyenne historique, donc pour l'instant ça reste un peu fragile. Si on regarde les secteurs, tout le monde en profite, notamment l'industrie, et on sait, on l'a vu dans les enquêtes, on verra tout à l'heure, l'industrie est probablement le secteur qui en profite le plus, c'est le secteur qui échange beaucoup, et donc qui en profite au maximum. Et puis, ici vous avez le parallèle qu'on peut faire entre l'enquête de l'INSEE, en violet ici, donc j'ai pris en variation sur 3 mois, pour avoir une évolution dynamique, et puis vous avez en bleu l'évolution de l'enquête PMI Market. On voit qu'il y a des cohérences quand même assez sensibles entre les deux. Les tempos, les dynamiques ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a quand même une cohérence entre ces enquêtes. Simplement, l'une se regarde en variation sur 3 mois, l'autre se regarde simplement le niveau d'indice qui est publié. Et ça donne une idée. Voilà, quand on regarde les deux enquêtes, on parle de choses qui sont assez proches. Voilà ce que je voulais évoquer. J'avais mis un graphique aussi que j'ai oublié de remettre sur les chiffres de Pôle emploi, mais on va pas s'alourdir là-dessus. Simplement, vous savez, dans le chiffre publié par Pôle emploi, 6300 inscrits en plus à Pôle emploi, ça reflète deux choses. Ça reflète à la fois des données macroéconomiques qui sont là, dans ces chiffres d'inscription, pas bons du tout. Hein, quand on regarde les fins de CDD, les fins de contrats d'intérim, on est sur des chiffres qui ne sont pas bons. Ça, c'est un premier point. Mais il y a une compensation par le trait de plume lié aux radiations, et ce qui fait que le chiffre global n'est pas très négatif. Hein, on est loin des 30 000 qu'on avait en début d'année, mais il n'empêche que l'amélioration des chiffres tient en grande partie à ce que Pierre Monroy appelait le traitement social du chômage, c'est-à-dire une vérification plus précise des inscriptions, etc. Et donc, quand vous rentrez dans cette logique-là, c'est ce qu'avait fait De Villepin aussi, je crois que c'était en 2006 de mémoire, vous avez une amélioration parce qu'il y a toujours des gens qui sont mal inscrits, mais quand vous le faites, ça s'améliore assez sensiblement, et c'est pour ça que probablement cette courbe de Pôle emploi sera positive à la fin de l'année. Hein. C'est celle qui est ciblée dans l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage. C'est celle-là qui est ciblée, parce qu'on peut jouer d'un côté sur les sorties, et on peut jouer sur les entrées avec les contrats, la multiplication des contrats aidés, que ce soit les contrats d'avenir, etc., qui permettent de réduire les entrées sur les entrées à Pôle emploi. Donc vous accélérez les sorties ou vous réduisez un peu les entrées. À la fin, ça devrait pouvoir jouer. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que généralement, les chiffres d'emploi, eux, sont beaucoup plus longs à s'inverser. Et puis, dernier point qu'on pouvait souligner sur l'investissement, hein, les chefs d'entreprise, qui étaient très négatifs au dernier semestre 2012 et au premier semestre 2013, sont stables grossièrement sur la deuxième partie de l'année 2013. Ils sont attentistes, ils voient des signaux un petit peu plus favorables sur l'activité, c'est ce qu'on évoquait, mais ils n'ont pas encore envie de s'engager. Il n'y a pas de contradiction entre tout cela. Hein. C'est pas parce que vous voyez un signal à un moment donné qui est meilleur que spontanément vous allez modifier votre comportement. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de le faire parce que vous avez des machines qui ne fonctionnent pas, etc. Donc vous n'avez pas besoin de changer ou d'augmenter votre matériel immédiatement. Donc il n'est pas étonnant qu'on soit aux alentours de zéro. Alors, sur les enquêtes publiées ce matin, eh bien, on a des signaux extrêmement forts. Donc vous avez ici les indicateurs synthétiques. Vous voyez qu'à l'exception de la Grèce et de l'indicateur français, tout le monde est au-dessus de 50. L'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, tout le monde. Les Pays-Bas, c'est un petit peu plus élevé. J'ai juste oublié de l'updater, mais ils sont à un niveau, ils sont dans les premiers ici. Donc on a des signaux qui sont très favorables. Et quand on regarde l'évolution des commandes, ça veut bien. Hop,
Voilà, si vous regardez l'évolution des commandes, vous avez une accélération très vive. On converge vers 55 et avec des chiffres très, très forts en Italie, en Espagne, en Allemagne, un peu moins en France ou en Grèce, hein, où les chiffres sont aux alentours de 50. La France est, pour l'anecdote, le dernier des pays européens, derrière la Grèce, sur la dynamique des commandes. Donc on a quelque chose qui s'accélère. Et qui s'accélère, on le voit dans les commandes à l'exportation. Là, on a quelque chose d'extrêmement fort, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux Pays-Bas aussi, on a un chiffre très fort. La France, par contre, est un peu en retrait. Mais tout le monde, et c'est ce graphique-là qui est extrêmement important, parce que ça veut dire que on échange des biens manufacturés, on échange beaucoup entre nous en Europe, mais ça veut dire que les échanges reprennent de façon significative au sein de la zone euro. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif. On a par ailleurs une augmentation des échanges de l'activité au Royaume-Uni. L'indicateur PMI est à 57, donc quelque chose d'assez fort, après 54 en juillet. Donc on a des choses très, très robustes. Hein. D'ailleurs, sur l'Angleterre, on en parlait la semaine dernière avec l'indicateur CBI, on avait quelque chose de très positif. Donc voilà, on a cette dynamique qui se met en route, on a beaucoup d'échanges, on a une activité industrielle qui va continuer de progresser, parce que si on regarde, c'est un graphique que je trouve extrêmement important, quand on regarde l'évolution du ratio nouvelles commandes sur stock, et qu'on regarde à côté l'évolution de la production industrielle sur 3 mois, eh bien, on a une très grande cohérence entre ces données, et donc on est sur une phase d'accélération de la production industrielle, on augmente les échanges, on augmente la production, et donc c'est ce facteur-là, c'est la combinaison de ces facteurs qui m'incite à dire qu'on est dans une phase de retournement du cycle au sein de la zone euro. Donc il faut que ce cycle puisse s'épanouir, ne profitons pas de cette période pour contraindre davantage l'économie, parce que là, elle est encore très fragile, et on voit bien que dans les pays du Sud, malgré tout, même si les signaux sont aujourd'hui beaucoup plus positifs, les niveaux d'activité restent extrêmement faibles, et donc il faut que le système s'inverse, la dynamique s'inverse, ça prendra du temps, il faut que le secteur manufacturier joue son rôle, mais il va avoir un rôle dans le changement de tendance, mais il va avoir un rôle aussi pour tirer vers le haut l'ensemble de l'économie, et donc il n'est pas temps de contraindre ce secteur, et donc ça va être un des enjeux forts au cours des prochaines semaines. Alors, voilà ce que je voulais évoquer. Un mot sur les retraites. Alors, est-ce qu'il y a eu réforme ou pas? Clairement, on n'est pas dans une dynamique, on n'a pas été dans une dynamique de réforme. Hein. Chacun espérait, enfin beaucoup de gens espéraient des comptes individuels qui reprennent, qui reflètent votre situation au fur et à mesure de votre vie, qui évolue en fonction de l'espérance de vie, etc. Il y a des choses, j'en avais parlé, j'avoue que j'ai regardé ça il y a un petit moment, mais voilà, c'est l'idée de donner beaucoup de souplesse à chacun d'entre nous, si je puis dire, dans le processus de retraite. C'est ce qui était attendu, ça n'a pas été, c'est pas ce qui a été validé. Alors, est-ce qu'il y a des éléments de réforme, et qu'est-ce qui est élément de réforme, qu'est-ce qui est élément d'ajustement paramétrique, c'est-à-dire de changement des paramètres du système de retraite. Alors, comme changement structurel, il y en a un, c'est la création du compte pénibilité. C'est un compte qui va tenir compte de vos conditions d'activité, du bruit, du caractère répétitif, de la température. Alors, il y a beaucoup de caractère physique dans ces jobs. On pourrait probablement y ajouter des éléments de stress, parce que si on conçoit bien que le caractère physique puisse jouer, on sait, surtout dans les métiers proches des marchés, que le stress peut avoir des incidences physiques assez fortes.
Donc peut-être qu'à un moment donné, ce sera pris en compte, ce n'est pas encore pris en compte dans le cadre qui a été défini. Mais c'est un élément structurel parce que globalement, ça va s'appliquer à priori 20% des gens qui partiront à la retraite, c'est un nombre important. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien chacun touchera, tous ceux qui sont soumis à des facteurs de pénibilité toucheront 1 point par trimestre, dans la limite de 100 au total. Et ces 100 pourront être utilisés, les 20 premiers seront utilisés forcément pour de la formation et ensuite, avec une possibilité de jouer pour de 10 points par trimestre, eh bien vous avez la possibilité de réduire votre temps de travail et d'avancer votre temps de retraite à hauteur de 10 points pour un trimestre. C'est ce changement-là qui est important, qui sera financé par les entreprises. Donc ça, c'est un premier point important, c'est la nouveauté qui est mise en place par cette réforme sur les retraites. Le reste sont ce qu'on appelle des ajustements paramétriques, tenant compte d'une augmentation de la durée de vie, comme ça avait été évoqué, mais dans une moindre mesure, le gouvernement, comme ça avait été évoqué par le rapport Moreau, je vais terminer mes phrases, mais pris en compte dans une moindre mesure par les propositions qui ont été faites, eh bien l'âge de la retraite, les années de contribution maximum passeront à 43 ans pour la génération née en 73. Oui, et donc ce phénomène va se mettre en place progressivement à partir de 2020. Et la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'il aurait été pas plus simple de démarrer un petit peu avant? L'argument est de dire, pour les gens qui vont partir d'ici 2020, on ne change rien. C'est pour ceux qui arriveront après. L'objectif étant de dire, alors l'interprétation qu'on peut faire étant de dire, globalement, si on démarre à partir de 2020, chacun aura la capacité de s'adapter à ce nouvel horizon. On passera de 41 ans et demi à 43 ans. Chacun pourra s'adapter et de ce fait-là, les trimestres manquants ou des choses comme ça pourront être mieux appréhendés que si on change dès maintenant le système, ça pourrait poser un certain nombre de questions. C'est vrai, mais le sentiment qu'on a sur ce schéma est que quand on regarde les projections qui sont faites, c'est qu'on est systématiquement à la limite. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que la croissance attendue sur la période jusqu'en 2040 soit un peu inférieure à ce qui a été retenu dans le scénario B, parce que à ce moment-là, probablement qu'on serait en écart assez significatif. Donc là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'autre changement paramétrique, c'est l'augmentation des cotisations à 0,15 dès 2014 pour les salariés et pour les entreprises, et 0,05 toutes les années qui suivent à hauteur de 0,3 donc pour les salariés, 0,3 pour les entreprises. Alors, ce point est important parce que vous savez que les cotisations, hein, c'est vous, moi qui les payons, qu'elles soient patronales ou salariales. Hein, et donc, le marché du travail français est tel qu'on est dans cette configuration-là. Et donc, la question qui est posée est de dire, Jean-Marc Ayrault s'est engagé à réduire l'impact sur le coût du travail de ces mesures. Ça veut dire qu'il va falloir compenser. Et donc, il va y avoir des effets de compensation, probablement sur la branche famille, hein, comme ça a été évoqué, mais il faudra trouver un financement autre. Et ce financement autre, il sera probablement fait par le salarié sous une autre forme. Alors ça peut être, je ne sais pas sous quelle forme ce sera, hein, ce sera de la TVA, de la CSG, probablement pas, parce que là le gouvernement s'est engagé à ne pas le faire, mais il va falloir trouver une compensation, ce qui fait que là l'ajustement est fait en grande partie par les salariés, et donc il y a un coût qui va être non négligeable progressivement. Donc ça c'est un point que je voulais souligner. L'autre point que je voulais souligner,
c'est que le partage dans l'effort est plutôt lié aux salariés qu'aux retraités. On sait que finalement, il y avait un article dans Le Monde ce week-end indiquant que les retraités en France étaient plutôt mieux lotis que les retraités ailleurs, dans d'autres pays européens, en Allemagne ou ailleurs. Mais on constate là dans l'ajustement qui est fait que l'ajustement justement ne se fait pas sur les retraités. Les conditions sont plutôt bonnes pour les retraités en France, mais l'ajustement ne se fait pas. Là, en l'occurrence, l'ajustement ne s'est pas fait sur les retraités et sera un peu moins même que par rapport à ce qui a été annoncé par Jean-Marc Ayrault, puisque l'indexation des pensions qui est passée du 1er avril au 1er octobre ne sera pas effective pour les petites retraites. Et donc le 1,7 milliard qu'apportait cette mesure sera réduite par rapport à ce chiffrement. Donc on a un avis. Ce que disait le rapport Moreau sur ce plan-là, c'est que les retraités payent une CSG un peu plus faible, ont des capacités de réduire leurs impôts. Il y a un effet forfaitaire de 10%. Ces éléments-là, qui avaient été mis en avant par le corps pour réduire les inégalités, parce que globalement, si effectivement les retraités sont plutôt bien traités, eh bien il n'y a pas de raison qu'ils aient un statut différent, un statut fiscal différent de celui des salariés. Et ce statut fiscal, cet écart de statut fiscal est maintenu aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose l'ajustement n'est pas équilibré, hein, puisque si on prend les premières mesures telles qu'elles ont été énoncées par le gouvernement, on est à 77% d'ajustement sur les salariés et les entreprises, 23% sur les ménages, sur les retraités, donc une situation qui est assez déséquilibrée. Le corps préconisait un scénario à 66% pour les salariés et 33% pour les ménages. On n'est pas tout à fait dans cette configuration-là aujourd'hui. Voilà. Alors après, il y a d'autres éléments, des ajustements pour sur les femmes, sur les étudiants. Alors sur des ajustements sur les apprentis, pas sur les étudiants. Il y a encore sur ce plan-là quelques niches qui ont été créées, qui sont préoccupantes parce que tout le monde essaie de se battre sur les niches fiscales. Là, clairement sur les apprentis, on crée une niche dont ne bénéficieront pas les étudiants. Et dernier point que je voulais souligner, c'est que ce scénario de rééquilibrage, les 7 milliards pour 2020 et l'équilibre en 2040, hein, l'équilibre en 2040, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, il y aura autant de gens qui sortiront, qui rentreront sur le marché du travail en fonction des hypothèses démographiques qui ont été faites. Donc, si on arrive à 2040, le système sera stabilisé. Et si on arrive à l'équilibre, eh bien, il sera durablement équilibré. Alors, juste deux mots encore. Le premier, sur les 7 milliards, en fait, il faut un peu plus, hein, puisque 7 milliards, c'est le montant du régime général qui est nécessaire à l'horizon 2020. On sait que l'Agir Carco ont encore besoin de 4 milliards supplémentaires. Ils ont déjà fait un effort, on a fait un effort au mois de mars, mais il y a encore des montants, des déficits sur les retraites publiques et les retraites des secteurs, pas des secteurs spécifiques, des secteurs spéciaux, des systèmes spéciaux. Tout ça est à un peu plus de 25 milliards, donc il y a un peu plus de 20 milliards, pardon. Donc on touche 7 milliards ici. La retraite des fonctionnaires sera le fait du budget de l'État, et puis reste les régimes spéciaux qui ne sont pas équilibrés et sur lesquels il faudra un jour faire quelque chose, mais là, en l'occurrence, rien n'a été fait. Le dernier point que je voulais souligner, c'est que le scénario macroéconomique derrière est un scénario de reprise vive à partir de 2015. On est sur des rythmes supérieurs à 2%. D'autres termes, on retrouve la croissance, l'allure de croissance qu'on avait avant la crise dès 2015 et de manière durable.
c'est probablement un scénario un petit peu fort. Hein, si on prend les hypothèses faites par Artus, qui considère qu'on fera 0,7% jusqu'en 2020, si c'est effectivement le cas, les mesures qui ont été prises ne seront pas suffisantes. Et donc, on se met dans le cas du meilleur scénario, et ce meilleur scénario permet d'arriver aux 7 milliards nécessaires à l'horizon 2020. Si le scénario est un petit peu moins bon, eh bien, il faudra reparler des questions de retraite d'ici quelques années. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous très rapidement aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, alors je vérifie juste que il n'y a pas de souci. Normalement, il n'y a pas de souci la semaine prochaine. On revient sur un rythme du mardi. Je vérifie ça tout de suite. Normalement, je crois que j'ai vérifié, il n'y a pas de problème. Le mardi 10, c'est parfait. De 14h à 15h, nous aurons une conférence call. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.